Alors du coup, cette conférence, elle consiste à parler de la résistance à l'éthique. Du coup, pourquoi est-ce qu'on résiste tant sur le plan biologique que culturel? Et dans un second temps, comment est-ce qu'on désamorce tout ça pour faire passer du coup, les idées qu'on a à faire passer. Dans un premier temps, je veux parler de ça. Quand on parle d'éthique avec des gens, donc je vais surtout axer antispécisme, mais ça s'applique à n'importe quelle lutte. Quand on parle d'éthique en fait avec des gens, on a en face de nous souvent des personnes qui vont être dans ce qu'on appelle la réactance, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de maintenir leur propre comportement, de ne pas accepter ce qu'on est en train de leur dire, voilà, rejeter toutes les informations qu'on essaie de leur donner. C'est pas un truc qui est forcément problématique. Enfin, la réactance c'est problématique, mais le fait de poser des questions, tout ça, c'est pas nécessairement problématique. Pour envisager une position, savoir si elle est valide ou pas, il faut pouvoir poser des questions de manière à savoir si, voir où sont les limites, quoi. Donc laisser les gens se poser des questions, c'est important pour que justement les personnes puissent comprendre, avec les réponses qu'on va leur apporter, en quoi est-ce que c'est valable. Notre position, pas la leur. Ça, c'est les étapes par lesquelles on passe en fait quand on change. Donc on passe de l'ignorance au changement. Ça s'applique à n'importe quel domaine de l'éthique du coup. Donc à la base on ignore, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. On peut penser savoir mais on ne sait pas. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une découverte de l'information et une compréhension de l'information. C'est pas parce qu'on est exposé à un fait qu'on comprend ce fait en quoi il consiste vraiment. Ensuite, il y a une prise de conscience de ce qu'implique cette connaissance. Là, par exemple, si on parle des animaux, à la base, on est juste en train d'être dans un système spéciste et on n'a pas conscience d'être spéciste ou quoi, on ne sait pas ce que c'est le spécisme. On ne sait pas forcément que les animaux sont des êtres sentients ou ce que ça pourrait impliquer. Du coup, on va découvrir que, en fait, les animaux sont des êtres sentients, ils sont capables de souffrir, de ressentir des nuisances, tout ça. Il y a peut-être un système qui s'appelle le spécisme, qui repose en tout cas sur le spécisme, qui existe, et je vais comprendre dans quoi, comment il fonctionne, quels sont les tenants et les aboutissants, et je vais prendre conscience de ce que ça implique derrière, c'est-à-dire, mais en fait, du coup, il y a vraiment des animaux qui souffrent, c'est ça qu'ils ressentent, quoi. C'est quelque chose de... Enfin, je vois ce que c'est la souffrance, et je me dis pas juste « il souffre », je réalise qu'il souffre. Je sais pas si le truc est clair entre les deux, entre comprendre et prendre conscience, la différence. Ok. Donc tout ce qui est de l'ordre du premier socle, c'est purement de l'information, et l'idée c'est d'être purement factuel et de transmettre donc juste ces connaissances-là. Pour amener au fur et à mesure à de l'empathie, c'est-à-dire faire que la personne puisse comprendre la position de l'autre, puisse comprendre ce que l'autre ressent. Jusqu'à la compassion, c'est-à-dire, alors en fait ça peut être de l'empathie, c'est-à-dire qu'il y a l'empathie cognitive et l'empathie affective. L'empathie cognitive, c'est juste le fait de comprendre ce que l'autre peut ressentir, et l'empathie affective, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre et de ressentir sa propre souffrance, en tout cas celle qu'on imagine qu'il ressent. C'est un petit peu la différence entre tu t'es cogné le pied, ça doit faire mal, et vous voyez donc se sentir concerné, c'est prendre conscience de son implication dans le système. Ce qui va entraîner une culpabilité, et en fait, au bout de cette culpabilité, il va y avoir du changement parce que, dissonance cognitive, la fameuse. Je vais essayer d'accélérer, d'aller vite sur le début, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire après, et je suis pas sûr d'avoir le temps, du coup, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, à me demander des précisions ou quoi. Là, on va utiliser une méthodologie que je pense est celle qu'on doit utiliser à chaque fois qu'on réfléchit ou qu'on débat ou quoi, qui est de d'abord définir la problématique, définir les termes, les prémices matérielles et culturelles, c'est-à-dire sur quel socle de faits on se base, justement pour avoir son analyse et du coup tirer une conclusion derrière. Du coup, notre problématique, c'est pourquoi résiste-t-on à l'éthique ? Et les termes dont on va avoir besoin, mais je vais passer dessus parce que vous êtes déjà militant et j'estime que c'est des choses qui doivent être assez... genre sentience, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Hein. Résister, pareil, ok. Éthique et morale, je vais peut-être juste faire la distinction. La morale, c'est censé être notre appréhension du bien et du mal au niveau sociétal complet, et il y a une dimension absolue, comme s'il y avait
une réalité de la morale. Le terme, il a vachement évolué avec le temps parce que justement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une morale universelle et que la recherche de la morale, ça a pas de sens, c'est juste au final des préférences individuelles. Et du coup, on va parler d'éthique puisque l'éthique, c'est la science de la morale et ça va être l'application qu'on a chacun de la morale. Donc en fait, notre morale individuelle. Les termes se retrouvent, alors, sont déjà interchangeants en fonction des philosophes qui ont abordé les sujets et en plus vont se retrouver sur des intersections où finalement, soit ils veulent dire la même chose, soit ouais, voilà, c'est compliqué de les dissocier. Pareil, je passe. L'éthique. Donc dans un premier temps, je vous dis, on va aborder les mécanismes, comment ça fonctionne sur le plan biologique, le plan social et en quoi ça consiste vraiment derrière. Donc déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on se met en résistance. Il y a un principe de souffrance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous demande de changer, notre organisme, il aime pas ça, et notre cerveau, il est programmé de manière à nous éviter en fait ces pertes d'énergie-là, parce que changer, ça demande de changer ses habitudes, ça demande de se mettre probablement en contradiction avec le reste de son cercle social, donc c'est une mise en danger, une risque d'exclusion. Ça demande de prendre sur soi au niveau de l'ego, parce que si on doit changer, ça veut dire probablement qu'on avait tort, et ça nous fait pas plaisir de nous dire que on pouvait avoir tort. Donc tout ça, tous ces mécanismes-là, c'est vraiment basé sur la souffrance, c'est-à-dire je ne veux pas me mettre dans une situation de souffrance et donc je ne vais pas changer, peu importe la souffrance des autres. C'est pour ça que c'est important de comprendre la notion de sentience, puisqu'au final, il y a toute une graduation de nuisances qu'on peut ressentir, et donc d'empathie affective pour réussir à faire comprendre aux autres que cette souffrance qu'on ne veut pas pour nous et à laquelle on résiste, en tout cas à la connaissance de cette souffrance à laquelle on résiste, les autres aussi, en fait, ils la vivent et ils la vivent dans des mesures qui sont autrement plus grandes. Je vais juste refaire un petit topo sur comment est-ce que on en arrive en fait au spécisme, ou on en arrive à n'importe quelle oppression. C'est très très schématique, c'est vraiment un truc hyper simple, mais je vais me baser là-dessus pour la suite. En gros, de base, on a les lois de la physique, où c'est juste comment la matière interagit, les atomes, les molécules, tout ça. Ça crée d'un côté l'environnement, avec le contexte externe, et la biologie, donc les individus, le vivant, à côté. Forcément, l'environnement est aussi composé d'individus, et la biologie, les êtres vivants sont composés d'éléments qui faisaient partie de l'environnement. Il y a une interconnexion qui est très forte entre les deux, et surtout il y a une pression en fait entre les deux, c'est-à-dire que l'environnement va pousser certaines caractéristiques des êtres vivants à être sélectionnés, et donc à être reproduits, et de l'autre côté, les êtres vivants vont exercer une pression sur l'environnement et le modifier. Pour le cas de l'humain, du coup, on va se retrouver avec, par exemple, des doigts, parce que c'est pratique. Et du coup, c'est un truc qui est resté dans l'évolution. On s'est rendu compte que avec ces machins-là, on pouvait commencer à attraper des trucs, et donc plus on a réussi à attraper des trucs, plus on a pu être capable de survivre et donc de transmettre ses gènes, etc. Bref, sélection naturelle de base, principe darwinien. Forcément, ça crée des pratiques. Alors, je vais utiliser une métaphore. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, j'en refais une autre. C'est comme si on commence à traverser une forêt, donc on a une forêt avec plein d'arbres, de la végétation et tout, et qu'on cherche quel est le passage le plus pratique pour traverser. C'est pas un truc qu'on va faire consciemment, on va le faire juste parce que notre cerveau calcule tout seul, et il se dit tiens, là j'arrive à voir à peu près la lumière de l'autre côté, donc si je passe par là, je devrais réussir, il va y avoir moins d'obstacles. Bon, la première personne va passer, la deuxième personne, sans avoir vu par où passer la première, va faire à peu près la même observation. Ah tiens, ça a l'air d'être par là, sauf que le chemin a été déjà emprunté une fois et donc est probablement un peu plus dégagé encore. Et à force de répétition de cette même action, le chemin va être de plus en plus dégagé jusqu'à ce que ça donne vraiment un chemin et qu'on finisse de se dire bon, allez, franchement, on va couler du goudron. Et du coup, de cette pratique qui est juste en fait un phénomène de sélection, on va arriver à une culture où on va se dire que mais ça a toujours été un chemin, ce truc-là c'est normal, on est toujours passé par là parce que voilà. Mais non, c'est parce que c'était le plus pratique, parce que vu comment on est construit et l'environnement dans lequel on évolue, ça donne ça. Je vais juste faire une phrase de plus qui va peut-être être un peu chiante, mais globalement, si on a une analyse qui est limitée juste à il y a de la biologie et de l'environnement et du coup tout s'explique comme ça, il n'y a pas de système d'oppression ou quoi,
ben, en fait, ça se revendique matérialiste, mais ça l'est pas. Et si on considère qu'en fait, il y a que de la culture et que de la, que de la culture, que les oppressions naissent de principes qui sont juste purement culturels et qu'il n'y a aucune biologie, aucune relation à l'environnement, à la pratique dedans, bah, c'est du constructivisme et du coup, bah, c'est à chaque fois une vision partielle du monde tel qu'il a l'air de fonctionner. Du coup, le truc, c'est de se baser un petit peu là-dessus pour essayer de voir même d'où viennent les oppressions, même si en fait on les analyse sur un plan culturel et que ce qui peut rester de biologie peut même être parfois, peut-être même inexistant, quoi. Ouais, alors on a tous conscience, je reviens du coup sur l'éthique, on a tous conscience que les autres êtres sentients sont capables de souffrir, en tout cas qu'une grande partie d'entre eux sont capables de souffrir, parce que bah, par exemple, voilà, si on commence à proposer à une personne spéciste de faire du mal à un chien, bah, la personne va dire non, de toute évidence, et elle va dire non parce que justement, ça va créer de la souffrance. Ça induit qu'il y a un système moral qui est déjà mis en place chez la personne, sauf qu'il n'est pas conscientisé. Généralement, c'est un système qui correspond à ça. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est celui qu'on défend dans notre société, même si c'est pas celui qui est appliqué en réalité. C'est ce qu'on appelle l'éthique minimaliste et maximaliste. En gros, c'est une théorie qui a été émise, c'est un spectre. L'éthique minimale, ça serait celle qui ne consiste à ne proposer des lois, en tout cas ne proposer des jugements moraux que sur ce qui est de l'ordre du rapport à l'autre. Donc on minimise l'éthique pour se dire on tue pas, on blesse pas, on vole pas, on mutile pas, on viole pas, etc. Et tout ce qui créerait des jugements moraux sur des pratiques personnelles, c'est de l'ordre de l'éthique maximale, et du coup ça serait autoritaire. Parce que, bah, par exemple, donner son opinion sur des goûts musicaux, une coupe de cheveux ou quoi, enfin, on a le droit d'avoir son opinion. À partir du moment où on l'exprime et qu'on nuit à quelqu'un d'autre parce que c'est dans du jugement négatif, bah, au final, on commence à créer de la nuisance, alors qu'il n'y avait pas de raison, puisque c'était des comportements qui étaient individuels et qui regardaient personne. Pour faire un petit parallèle, on a... je sais pas comment il s'appelle, je suis désolé. Merci. Donc on a deux personnages. Le premier a l'air d'être dans une situation d'agressivité et la deuxième a l'air du coup de se faire agresser. Dans une seconde situation, on a une personne qui est toujours la même et qui est toujours dans la même position et qui du coup a l'air de se défendre plutôt. Et dans la troisième, on a un punching ball. En gros, dans ces trois situations, on a exactement la même action. Et pourtant, le contexte est différent, ce qui fait qu'en fait, on ne doit pas juger, c'est le petit passage déontologie versus conséquentialisme, on ne doit pas juger la valeur morale d'un acte en fonction de l'acte lui-même, mais en fonction du contexte dans lequel il s'inscrit. Et par exemple, tuer un animal, c'est pas mal en soi, ça va être une question de contexte de se dire que c'est mal. Genre par exemple, un animal qu'on va pas pouvoir soigner, qui est en souffrance énorme. Alors je dis un animal, mais en fait être sentient, ça marche de manière générale. À partir du moment où on peut rien faire pour cet individu-là, effectivement, peut-être que mettre fin à ses douleurs en le tuant, ça peut être une bonne chose. On a un petit schéma qui, j'adore les diagrammes, qui va reprendre du coup tout ce que je viens de dire. J'espère que ça va pour vous, parce qu'il y en a plein derrière. Donc, un jugement, je reprends, c'est juste schématique pour dire ce que je viens déjà d'expliquer, mais en gros, un jugement qui serait intolérant envers une nuisance infligée à autrui est juste. C'est-à-dire que si on commence à se dire tuer c'est mal, c'est juste. Tuer c'est mal, c'est bien. Du coup, donc c'est libertaire. Au même titre que laisser les autres, donc être tolérant sur un acte qui ne concerne que soi-même, c'est vertueux. C'est-à-dire que le fait de laisser les autres faire ce qu'ils veulent à partir du moment où ça ne concerne qu'eux, il n'y a pas de raison de s'y opposer en fait, et ça crée une société qui est plutôt juste. Et ça, c'est le modèle sur lequel on se base déjà nous-mêmes. Sauf que les gens n'ont pas forcément conscience, et quand ils nous parlent de tolérance, ils confondent un petit peu tout. C'est-à-dire que par exemple, le fait de tolérer un acte ne concernant que soi, le fait d'être intolérant envers un acte qui ne concerne que soi, ça peut... c'est totalitaire, et pourtant, c'est pas forcément perçu comme totalitaire dans la société. Genre par exemple, elle a une jupe trop courte.
C'est des choses qu'on va pouvoir avoir dans les mœurs standards, alors qu'au final, bah, c'est une opinion qui ne regarde que soi et même qui mériterait à être détruite, puisque justement, elle est oppressive de base. Enfin bref. Donc c'est hyper important de comprendre ce que c'est son système moral. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais je vous propose qu'on le fasse vite fait ensemble. On va aller vite parce que du coup il n'y a pas beaucoup de temps, mais selon vous, qu'est-ce qui dissocie quelque chose de préférable de quelque chose qui est non désirable? Le goût. Le goût. Non, je rigole. Là je me suis dit, ok, donc on va... Les avantages et les inconvénients pour l'ensemble du groupe. Ouais, parce que sinon... Parce que les avantages dépassent les inconvénients. Il y a toujours cet exercice qu'on peut faire là. Vous êtes un médecin et vous avez un type parfaitement sain et 5 personnes qui ont besoin d'organes. Est-ce que vous le tuez pour tuer les 5 autres, pour sauver les 5 autres, ou est-ce que vous refusez de tuer quelqu'un mais du coup vous laissez 5 personnes mourir? Enfin, faut juger est-ce que les avantages dépassent les inconvénients au niveau du groupe social que ça concerne. Et du coup, avantage, c'est quoi dans ton... Ça va être les avantages pratiques et plus immatériels, parce que ça peut être concret. Est-ce qu'on va réussir, je sais pas moi, à faire pousser une fois à nourrir tout le monde la saison prochaine? Mais ça peut être immatériel. Il y a des tas de gens qui ont des principes moraux qu'ils estiment importants pour la cohésion du groupe. Et donc, si on va à l'encontre, ça peut être sur des questions très très sensibles comme l'avortement ou la peine de mort. Il y a des tas de gens qui vont considérer qu'il vaut mieux appliquer un principe moral établi, même si ça fait du mal à quelqu'un, parce que pour eux, ça continue à sous-tendre, à maintenir la société et sa cohésion. Et parce que ça a des conséquences qui sont du coup considérées meilleures si on passe par ce principe-là que si on faisait ce qui a l'air d'être meilleur sur le moment. Mais du coup, c'est toujours dans un but de faire au mieux pour l'ensemble de la société. Et le truc, c'est qu'est-ce que c'est se faire au mieux? Et alors, du coup, je vais passer un petit peu et je vais moi répondre à cette question, en tout cas en vous donnant mon système moral. J'estime que ce qui permet de dissocier ce qui est bon de ce qui est mauvais, en tout cas du coup selon moi, c'est le fait que, en fait c'est tout ce qui est référencé sur la sentience. C'est-à-dire que je vais essayer de minimiser les souffrances au maximum et maximiser le bonheur. Minimiser les souffrances parce que j'estime que c'est la seule chose qui compte, qui pose problème, puisque c'est en fait la définition, enfin c'est intrinsèque au terme problème. Il n'y a que de la souffrance dans le terme de problème. Il n'y a pas de nuisance qui ne soit pas perçue, ressentie ou qui ait des conséquences négatives sur l'individu lui-même. Et de l'autre côté, pourquoi le bonheur? Parce qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux une société heureuse qu'une société qui n'est pas heureuse, même si dans les faits, on pourrait dire que ce qui compte, c'est juste qu'il n'y ait pas de souffrance. C'est juste un plus. Et c'est pas des vases communicants, c'est-à-dire que je vais pas défendre le fait qu'il y ait qu'on fasse quelque chose de bien si on fait quelque chose de mal à côté. Genre, je vais pas aller voler des bonbons à un enfant pour aller les... Ouais, ça dépend des contextes. Et ça dépend pour en faire quoi. Non, offrir des fleurs après avoir donné une baffe, par exemple. Voilà, ouais, nickel. Je pense l'exemple au hasard. Oui, non mais c'est bien, c'est bien trouvé. Du coup, voilà. Donc c'est les deux choses à analyser séparément. D'abord, on minimise les souffrances et ensuite, si on a la possibilité, on maximise le bonheur. Est-ce que c'est un truc avec lequel vous êtes d'accord, du coup, ce système-là? Ok, et en gros, pour moi, c'est la pierre la clé de voûte et en même temps la pierre sur laquelle il faut bâtir sa morale. Les fondations d'un argumentaire et d'un discours qui va permettre de convaincre les autres. C'est-à-dire que si on ne définit pas quel est le système moral à la base de la conversation, en fait, on part de rien. Parce qu'on ne sait même pas si on partage les mêmes valeurs, si on a la même volonté. Si on commence à parler avec une personne qui est nihiliste et qui estime que il n'y a pas de réalité de la morale, d'accord, mais en plus, il ne faudrait pas avoir de principes moraux parce qu'il n'y a rien qui est meilleur qu'autre chose ou quoi, de préférable, même au niveau individuel ou quoi. Ça va être très très compliqué de réussir à de convaincre en fait que tuer des animaux c'est un problème. Parce que la personne en fait a même pas les bases du truc. Donc il faut d'abord poser ça et surtout le fait de le faire conscientiser aux personnes avec lesquelles on parle. Ça leur permet d'avoir donné une base axiomatique à laquelle ils vont pas pouvoir déroger. Donc maintenant ils sont bloqués par leurs propres principes. Ils ont dit ça, du coup il va falloir que tout ce qu'ils disent derrière correspondent à ce qu'ils viennent de dire. Et c'est eux qui vont se retrouver à se piéger même, mais je vais développer derrière.
Donc les mécanismes, en pratique, on a l'habitude. L'habitude, ça fait partie des trucs qui fait qu'on ne veut pas changer, pour les raisons que j'ai données au début, c'est-à-dire que biologiquement, on n'a pas envie de se mettre dans un état qui ne nous plaît pas, qui va être anxiogène, donc on maintient ses habitudes. Par confort social, donc c'est pour pas se mettre en conflit avec les autres. Pourquoi? Parce que ça nous nuit, encore une fois, on va se sentir mal. Pour préserver l'image de soi, c'est le truc que je disais par rapport à l'ego, c'est-à-dire qu'on s'imagine étant déjà savant, étant déjà quelqu'un de bon, bonne. Et du coup, on veut... ouais. Ouais. Du coup, on ne veut pas changer de perception de soi, c'est identitaire, on ne veut pas changer. Et c'est encore donc un principe de nuisance. Par hédonisme, tout simplement parce qu'on ne veut pas rogner sur son plaisir, parce qu'en fait, à partir du moment où on s'empêche d'avoir du plaisir, on vit ça comme une souffrance, enfin on peut vivre ça comme une souffrance. Et pour préserver son identité et sa culture, voilà. Désagréable d'avoir tort, c'est encore une question d'ego, je vais passer. Donc voilà comment ça fonctionne. Les diagrammes, vraiment, j'aime ça. Donc une fois qu'il y a la prise de conscience, on a deux possibilités. Soit on accepte, et dans ce cas-là, il y a un déficit empathique, il va falloir bosser là-dessus. Soit on tombe en dissonance cognitive. Cette dissonance cognitive, elle nous amène soit à changer, bonjour, c'est vous, et soit être dans l'évitement, et là, il va y avoir trois stratégies différentes. Le relativisme, l'esquive et l'attaque. C'est pas bien compliqué, hein, je fais que lire les trucs, c'est écrit. Le relativisme, ça va être dans la dérision et la mauvaise foi. Donc la dérision, c'est on va se moquer du sujet, on va essayer de le minimiser en fait, de dire que finalement c'est pas si important que ça, on va se foutre de la gueule des véganes, des antispécistes, des féministes, etc. La mauvaise foi, ça permet d'avancer des arguments tout pourris en pensant que du coup on a raison, donc ça permet de conserver l'image de soi, en fait de maintenir tous les trucs dont on a parlé avant. À côté de ça, on a donc l'esquive avec la fuite, c'est-à-dire le fait de carrément se barrer du débat. Genre faire en sorte que le débat n'ait pas lieu, qu'il n'y ait pas d'échange possible. Et le déni, c'est-à-dire le rejet des arguments de l'autre. À côté de ça, dans l'attaque, on a la victimisation. Ça, c'est quand on commence à faire du moins parce qu'on ne sait plus quel argument donner. Et du coup, on est coincé, on devrait changer, sauf qu'on n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va pleurer. Et à côté de ça, on a la colère. Et la colère, c'est carrément, je vais m'en prendre à l'autre parce que au final, je me sens mal. Et si je me sens mal, c'est parce qu'en fait, on me fait culpabiliser. Si je culpabilise, c'est pas parce que j'ai des valeurs de merde, c'est juste parce qu'en fait, c'est l'autre qui a un discours qui est pas gentil avec moi. Donc, on va... c'est une extension de la chouinade, quoi. Donc, vous vous souvenez, ça, on l'a vu tout à l'heure, ignorer de l'ignorance au changement. C'est des étapes par lesquelles tous les gens à qui on parle vont passer et sont déjà plus ou moins... cette phrase ne veut rien dire. Tout le monde est dans une étape, et à un certain niveau, quelle que soit la personne à laquelle on parle. En l'occurrence, nous, on est tous déjà là, j'imagine en tout cas, si vous êtes antispéciste, vegan. Mais on va mettre du coup en place des choses pour éviter de changer, et nous, en tant que militants, on va mettre en place des choses pour permettre aux gens d'aller d'une étape à l'autre. Genre par exemple, amorcer, ça permet de passer de l'ignorance à la découverte de l'information. Genre, salut, est-ce que tu as entendu parler de la sentience, tout ça? Donc informer, argumenter. Alors j'ai un petit code couleur, je vais essayer d'expliquer vite fait. Tout ce qui est en jaune, c'est ce qui est de l'ordre de la communication et plutôt émotion, compréhension de l'autre. Tout ce qui est de l'ordre du bleu, c'est de l'argumentaire, donc c'est la construction de l'argumentation et de l'analyse. Et le violet, c'est la maîtrise du sujet, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des connaissances. Donc on a forcément amorcer, c'est dans la communication, dans l'affect et tout, il faut intéresser l'autre à ce qu'on est en train de raconter, puis ensuite il faut passer sur de l'information, contextualiser, attiser l'empathie et juger au final. Pour ça on a besoin d'être pédagogue et de maîtriser le sujet. De l'autre côté, en fait, les personnes vont utiliser les étapes dont on a parlé, les stratégies d'évitement dont on a parlé avant pour ne pas passer d'une étape à l'autre. C'est-à-dire que là où ils sont dans l'ignorance et qu'on va faire « Hey, t'as entendu parler de la sentience ?» Eux, ils vont faire « et ils vont essayer de se barrer. C'est normal, ils sont méfiants, c'est un petit peu comme quand il y a quelqu'un qui vous aborde dans la rue pour vous demander quelque chose et que vous savez pas du tout ce que c'est. De base, en fait, vous vous dites pas « Ah super, il y a quelqu'un qui vient me parler !» Non, vous vous dites « Qu'est-ce qu'on va me vouloir encore ?» Donc la compréhension, pour éviter de comprendre, en fait, il y a des trucs qui marchent très bien, c'est la dérision et la fuite, puisqu'en fait ça permet de ne pas du tout entendre les arguments et de s'en moquer. Pour éviter de passer de la compréhension au fait de se sentir concerné, il y a le déni, c'est-à-dire que non, ça se passe pas vraiment comme ça, c'est pas ce qu'on me dit, c'est pas vraiment vrai.
Donc bien sûr, tout ça est soutenu par de la mauvaise foi. La colère, ça évite d'avoir à culpabiliser. En réalité, c'est déjà de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on se sent concerné, et comme on ne veut pas aller plus loin, on se met en colère, on attaque l'autre, et la victimisation, ça permet de dire « Ouais, mais quand même, pour moi c'est compliqué, etc. » Donc, je vous ai parlé de mon code couleur. Quand on parle avec quelqu'un, en fait, il n'y a que ça qui est visible, que le bleu. On voit que de l'argumentaire. Et donc, tout ça, il faut l'enrober, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en train de parler, c'est un peu comme un millefeuille, on n'est pas en train de servir juste une information, en fait, on est en train de servir une espèce de gâteau, un layer cake, et en fait, la personne voit que le dessus avec la couche qui donne envie d'être mangée, vous savez, pas le machin sec à l'intérieur. Donc le premier degré, c'est l'analyse sur le sujet, l'argumentaire, donc c'est ce qui est directement exposé à la personne, mais ça en réalité, ça répond déjà à des principes, c'est-à-dire déjà connaître les faits. Donc il faut s'être informé. Pour s'être informé, on va y venir après, ça va être là-dedans, mais les faits qu'on va donner qui sont dans l'argumentaire sont dans un emballage qui est la communication, et du coup, faut avoir des connaissances en communication pour pouvoir transmettre ces informations. Le quatrième degré, c'est la psychologie et les sciences cognitives, c'est-à-dire que pour comprendre comment les personnes se mettent en réactance, comment on fonctionne, comment nous-mêmes on fonctionne dans nos réflexions pour construire nos argumentaires ou quoi, pour s'adapter à l'autre, du coup, il faut absolument ce truc-là. Et pour pouvoir avoir en tout cas ces 3 degrés-là, il faut de l'esprit critique et de la méthodologie. C'est parce qu'on a de l'esprit critique et de la méthodologie que du coup on va pouvoir acquérir des connaissances, que ce soit sur le sujet, sur la communication ou sur la manière dont on fonctionne, pour pouvoir s'adapter à la personne en face et délivrer une analyse du sujet qui elle-même dépend de la méthodologie de réflexion, puisqu'en fait l'analyse ne résulte que d'une bonne méthodologie qui est combinée à des connaissances viables. Ça va tout le monde? Ouais, c'est clair? Ok. Du coup, on va faire petite feuille de route de comment est-ce qu'on peut gérer un débat avec les opposants. Donc, analyser à qui on a affaire, s'adapter pour justement lui parler dans des codes qui puissent comprendre. Préparer la personne à recevoir l'information, se connecter à la personne de manière à ce qu'il y ait un lien, que la communication existe. Cibler les besoins, c'est-à-dire voir de quoi la personne a besoin pour lui apporter, du coup, ce dont elle a besoin. Être minimaliste dans son argumentaire, comment ça va marcher. Rassurer la personne une fois qu'on a parlé. Toujours maintenir le dialogue et être accessible de manière à être sûr que tout passe. On va y revenir au fur et à mesure. Alors ça, c'est la manière dont un débat efficace devrait fonctionner, en tout cas selon moi. On définit les enjeux de base, comme ça on est sûr d'aller dans la même direction. On définit les termes, c'est ce que je disais dès le départ sur la réflexion, comment ça fonctionne. On définit les termes, comme ça on est sûr de parler de la même chose. On ne va pas tomber dans des débats qui sont purement sémantiques, où on n'est pas d'accord sur ce que c'est la violence, ou ce que c'est souffrir, enfin bref, voilà. Définir les prémices, c'est-à-dire sur quoi on se base sur le reste du débat qu'on va avoir. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à faire des propositions. Donc, argument 1, on vérifie la logique, c'est-à-dire on détecte s'il y a des sophismes, des biais ou des paralogismes. Donc, les biais, c'est vous étiez à la conférence de Florence hier, je pense. Les biais, c'est le fonctionnement de notre cerveau qui vise en fait à assurer des principes de survie de base. Et donc, qui peuvent nous entraîner à avoir des pensées qui ne sont pas correctes, qui sont bonnes pour la survie de l'individu, mais qui ne sont pas bonnes pour avoir une vision du monde qui soit, enfin en tout cas pour agir de la manière qui soit la plus pertinente. Les sophismes, c'est des paralogismes volontaires, et les paralogismes, c'est des erreurs de logique. Ensuite, on vérifie les faits. Est-ce qu'il y a des erreurs factuelles dans ce que la personne nous donne dans son argument? Et ensuite, on regarde les raisons de pourquoi cet argument il a été avancé. Ça nous permet de créer un contre-argument, et ensuite on répète l'opération, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini sur cet argument-là et qu'on a encore des choses à dire, on reste. C'est surtout important de faire un argument à la fois. Si on ne fait pas un argument à la fois, au final on fait juste un millefeuille, c'est-à-dire qu'on dit un truc, la personne dit un truc, on lui répond, elle passe à un autre sujet, elle pense qu'elle a encore raison sur ce truc-là, parce qu'en fait elle ne fait que broder le même... elle a l'impression de broder le même argumentaire, comme si elle répondait. Genre, à partir du moment où j'aurais trouvé un truc sur lequel la personne a tort, je pourrais dire que j'avais raison sur tout le reste.
Ça marche pas comme ça et ça a besoin d'être conscientisé que ça marche pas comme ça. Il faut, selon moi, faire un découpage où on est constamment en train de dire qu'on renouvelle les débats. En gros, si on commence à débattre avec quelqu'un, il faut même pas chercher, je pense, il faut dire dès le départ, t'es pas d'accord avec le fait que je sois vegan ou je sais pas quoi, ok, du coup ça veut dire que tu défends l'idéologie spéciste et t'es pas neutre, t'es en train de défendre une idéologie, donc il va falloir que tu la justifies. Donne-moi ton meilleur argument. C'est quoi ton meilleur argument pour maintenir ta position? Ça veut dire qu'on va s'attaquer juste à cet argument-là. Et si t'as tort, bah tu sais que déjà t'as probablement plus de raison en fait de maintenir ton idéologie, ou en tout cas que si tu l'avais, bah, c'était pas pour des bonnes raisons, c'est pour d'autres choses, c'est-à-dire que c'est possiblement valable ce que tu viens de dire, mais la raison principale pour laquelle tu le défendais est pas juste. Et en fait, on va multiplier les débats comme ça en disant bah non, c'est pas naturel, donc enfin naturel, je veux dire, on s'en fout, en fait, c'est un parallélisme naturaliste, donc hop, premier débat perdu. Deuxième argument, je sais pas, pourtant des arguments il y en a quoi. Hitler était végétarien, voilà. Argument d'autorité, ça n'a aucune valeur dans le débat. Tu viens de perdre une deuxième fois le même débat. Et en fait, on multiplie comme ça en disant bien que à chaque fois, tu es en train de perdre le débat. Tu n'es pas en train juste d'essayer de sauver la face. Tu es juste en train d'avoir l'air encore plus incohérent. Oh, comment je me suis rattrapé. Pour l'analyse, donc, il faut savoir où est-ce qu'on se situe en termes de contexte, en termes de la personne à qui on parle et à qui on est nous-mêmes. Est-ce qu'on est un groupe, est-ce qu'on est un individu, est-ce qu'on est une structure? À qui on parle? Un individu, un groupe, une structure. Ça va changer les stratégies qu'on va mettre en place pour parler, et donc les tactiques. C'est-à-dire que la stratégie, c'est on a un objectif et on regarde dans une vision globale comment est-ce qu'on va faire pour l'atteindre, et on va mettre en place du coup une série de tactiques qui vont nous permettre de l'atteindre. En gros, la stratégie, c'est l'ensemble des moyens, et les tactiques, c'est les moyens. Quel que soit, qu'on soit un individu, un groupe ou une structure, de toute manière, la réactance, ça marche exactement de la même manière, c'est juste que les leviers qu'on va utiliser ne sont pas exactement les mêmes. On va pouvoir, par exemple, obéir à la loi, modifier la loi, ou alors autre chose. Ça va beaucoup dépendre de la chronologie, enfin de la temporalité, pardon. Généralement, quand on est encore dans le fait d'obéir à la loi, c'est que le problème n'est pas vraiment... et pas encore hyper posé, qu'on peut encore intervenir. Ça va être par exemple des enfants qui sont en bas âge, qui n'ont pas encore été conditionnés, et qu'on va pouvoir essayer d'informer assez tôt, d'éduquer de manière à ce que ils aient des comportements qui soient désirables pour l'ensemble des individus. Sauf qu'une fois que c'est passé et qu'on voit que non, il y a des comportements problématiques qui sont en train de se mettre en place, et que peut-être qu'à un moment ça va poser problème d'une manière bien plus importante, il faut qu'on essaye d'intervenir sur la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à éduquer les gens, du coup on va essayer de changer la structure pour forcer les gens à appliquer les principes qu'on défend. Et une fois que ça n'a pas marché, que la loi est inefficace, forcément, il faut bien intervenir à un moment. Donc si je devais faire un parallèle, une métaphore, enfin un truc pour illustrer un truc. Parallèle, métaphore, truc. Pour illustrer du coup cette progression, on a par exemple ici quelqu'un à qui on dit ah mais tu sais, frapper les gens, c'est pas très bien. Ok, bon c'est pas passé, la personne continue à menacer, on peut lui dire ah tu sais que frapper les gens, c'est pas légal, et du coup tu risques de finir en prison. Et la personne continue à le faire, donc elle se retrouve dans cette temporalité-là, c'est-à-dire qu'elle va frapper quelqu'un, on arrive, on lui pète la gueule. Parce qu'il n'y a plus que ça à faire en fait, et du coup il faut bien intervenir à un moment et pour empêcher l'action de se passer. Je vous laisse réfléchir de où est-ce qu'on en est dans l'antispécisme. Quand on parle à quelqu'un, du coup, toujours dans ce principe d'analyse, il faut savoir de quel côté elle est au niveau de l'oppression. Donc on a l'oppression systémique de base. L'oppression systémique, elle est composée de deux grands pans. Il y a ceux qui y participent et ceux qui n'y participent plus, ou pas. Dans cette participation, il y a, je vais commencer par la colonne du milieu, les passives, qui sont dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'en fait, elles savent juste pas que leur comportement est problématique, qu'il y a de la souffrance qui est engendrée, ça a toujours été comme ça, on a toujours fait comme ça, c'est la tradition, peu importe. Il n'y a pas de conscientisation du problème. À partir du moment où nous, on arrive et qu'on va parler à ces gens-là, en fait, ils vont migrer
un endroit, parce qu'en fait, quasiment toute la société est là-dedans. Et notre but, c'est de réussir à les pousser par là-bas, pas trop loin, et à ce qu'ils aillent pas par là. De l'autre côté, on a ceux qui sont actifs, et donc on a ceux qui juste maintiennent le système en place. Donc ça va être par exemple les bouchers, le boucher de base, ou les personnes qui défendent le spécisme ou quoi. Et on a carrément à côté de ça les militants, donc c'est ceux qui cherchent carrément à jouer contre les mouvements de lutte. Ça va être par exemple la FNSEA, les anti-véganes, tout ça. Anti-véganes qui n'ont pas compris qu'il fallait être anti-antispéciste, mais enfin bon. Du coup, on a de l'autre côté la désolidarisation passive, où en fait il y a juste le fait d'être vegan, c'est-à-dire que c'est une position neutre, on décide juste de plus participer, alors neutre entre guillemets, hein, on décide juste de plus participer au système, mais on fait rien pour le faire changer vraiment. C'est très peu probable qu'il y ait des gens qui soient vraiment là-dedans, parce que même à partir du moment où on est vegan dans une société qui ne l'est pas, ça visibilise le fait de l'être et donc ça démocratise un peu plus, donc il y a un petit côté militant, même si c'est pas, si on ne fait que ça, les choses ne peuvent pas changer, et on pourrait presque dire que à un certain niveau c'est comme participer, et on va justement aborder le principe de l'incohérence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont donc dans des logiques libérales, qui estiment qu'en fait, eux ils sont véganes, mais en fait c'est parce que eux ils estiment que c'est mieux, mais ils veulent pas l'imposer aux autres, ils estiment que chacun est libre de faire ce qu'il veut, que les gens finiront bien par comprendre ou je sais pas quoi, et donc en fait ils mettent rien en place pour que les choses changent, ils en font un principe personnel. A contrario, alors du coup ces gens-là sont plus problématiques que ceux-là, on a les participants passifs incohérents qui en fait considèrent que ouais il faudrait pas être spéciste, il faudrait pas manger les animaux. Mais c'est encore un peu compliqué, on va défendre les antispécistes, on va défendre le véganisme, mais on n'y est pas encore, quoi. Il y a encore des trucs qui n'ont pas été compris ou quoi, mais on sait qu'on n'est pas dans le bon camp, quoi. Ça, c'est des alliés potentiels et ils font partie de notre tremplin pour aller des ignorants aux activistes. Malheureusement, on a besoin en fait de ces personnes-là. Le problème, c'est qu'on a besoin aussi qu'elles partent vite de l'autre côté et qu'en fait, elles soient remplacées par d'autres gens que justement, elles auraient sensibilisé elles-mêmes. Ensuite, donc, on a les militants, militantes, et ensuite, on a ceux qui ne prennent plus en compte les conséquences de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils font les choses juste parce qu'en fait, ils sont dans une désolidarisation et du coup, ils veulent absolument faire quelque chose, mais ils ne réfléchissent pas au fait que ça puisse permettre à la lutte d'avancer, alors que ça serait comme partir du principe que n'importe quel acte qu'on ferait, à partir du moment où les intentions sont bonnes, sont bons. Et non, ça ne marche pas comme ça en fait. La seule chose qui permet d'estimer qu'un acte il est valable, il est bon du coup, c'est que ses conséquences soient bonnes. Et comment on mesure ces conséquences ? Ça minimise la souffrance ou ça favorise le bonheur. Si ça ne participe pas à ça, ça veut dire que c'est pas bon. Et donc il y a forcément des actes qu'on fait, même dans notre militance, où en fait on pousse les gens dans le sens opposé à celui auquel on veut les amener, quoi. Pourquoi je repars là-dessus ? Oui, parce que forcément, du coup, quand on analyse donc la personne à qui on est en train de parler, il faut savoir à quel stade elle en est. C'est un des premiers critères, quoi, un des premiers trucs à analyser pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est nous-mêmes dans notre stratégie et qu'est-ce qu'on doit éviter à la personne de faire. Alors, ça se passe comme ça. On met dans la construction de notre argumentaire, on analyse l'audience, ça nous permet de définir un objectif, donc de choisir un ton, choisir un moyen, choisir le fond. Et le but, c'est toujours de nourrir la réflexion pour susciter de l'émotion. On ne peut pas se passer de ça, c'est-à-dire que c'est nécessaire, on va avoir ce truc-là. Enfin, on va en tout cas passer par là. Donc, autant avoir tout misé, pas tout misé, pardon, mais avoir passer du temps à faire ça bien, parce que le reste va en découler. Si on a une bonne analyse de notre audience et qu'on définit un objectif qui est clair, qui va correspondre à ce dont la personne a besoin, on va pouvoir choisir un ton qui correspond, qui va pouvoir être entendu, qui va donc pouvoir permettre de faire passer le fond, sachant que le fond lui-même doit être celui dont la personne a besoin.
Et on va choisir un média, un moyen de transmettre cette information qui lui-même doit être adapté. Par exemple, si je parle avec quelqu'un, je ne vais pas parler de la même manière à une personne dont je veux... si je parle à un antispéciste qui considère que les animaux de proie sont... c'est légitime qu'ils soient sacrifiés au nom de l'environnement et de l'ordre naturel des choses, bah, je vais du coup avoir un argumentaire qui va être antispéciste à visée sentiocentriste, donc en prenant comme référentiel non pas le vivant, mais les êtres sentients. Et où est-ce que j'allais là? On adapte je vais adapter mon argumentaire de manière à transmettre cette information et je vais donner cette information. C'est-à-dire que même si on reste dans le cadre de l'antispécisme, je ne vais pas reprendre l'antispécisme dès le début pour dire mais non, en fait c'est ça et tout, tu comprends pas. Je vais parler de ça spécifiquement. Par contre, si je commence à parler à un boucher, bah ouais, je vais pas commencer à parler de la prédation ou à aller parler de détails de personnes qui seraient déjà avancées dans la compréhension du problème. Donc non, je vais essayer de me concentrer sur le spécisme, ce que c'est être hyper minimaliste et être dans un ton qui est le plus impeccable possible de manière à ce qu'on puisse rien me reprocher en termes de rhétorique ou quoi et que le sujet soit vraiment maintenu à cet endroit-là parce que souvent je parle pas juste à un boucher, je parle à tous les gens qui sont en train de suivre la conversation. Voilà, est-ce que ça vous paraît suffisamment clair? Parce que là, peut-être que mes exemples étaient un peu confus, mais vous voyez comment ça fonctionne? Ouais, ok. Pour analyser, désolé, c'est vraiment un gros travail, donc je continue là-dessus. Il faut voir quelles sont les valeurs morales et les centres d'intérêt de la personne. Quelle est sa balance connaissance-croyance? Parce que bah, forcément, on sait tous des choses, et on a tous aussi des choses qu'on croit savoir. Il faut savoir mesurer quel est ce degré-là. Si on commence à parler à des gens qui sont persuadés que la nature est une entité divine ou je sais pas quoi, ça va être beaucoup plus compliqué derrière de parler d'antispécisme. Il faudrait déjà péter cette idée de nature avant pour pouvoir amener ça, quoi. Donc peut-être que c'est pas intéressant de passer du temps sur cette personne, on va passer à quelqu'un qui sera plus réceptif au discours, ou alors il va falloir choisir un axe qui correspond à ça dans sa militance, et donc pas parler d'antispécisme directement, mais parler d'abord de nature. Quel est le niveau d'empathie de la personne? Si elle en a pas, en fait, on réglera ça plus tard quand on en sera à la révolution. Méthodologie de réflexion, si elle en a pas non plus, il va falloir apporter les outils qui permettent à la personne d'en avoir, parce que c'est compliqué. À partir du moment où une personne est trop carencée dans un de ces domaines-là, c'est même pas la peine de continuer, vous allez vous bouffer une énergie de ouf, il faut passer à la personne d'après. Ce qui compte, c'est vraiment de mesurer tout ça de manière à avoir une idée à peu près du système moral de la personne et à finir là-dessus, c'est-à-dire une fois qu'on a jaugé un petit peu, à rentrer directement dans le système moral, c'est quoi votre système moral, de quoi on parle exactement en détail, quoi. Bah pareil, où est la personne là-dedans? Parce que c'est ça qui va permettre d'adapter le ton. Si on est ici, plus on va partir par là, et plus c'est logique que notre axe, ça va plus forcément être de convaincre, mais ça va être surtout de faire chier. Parce que le but, c'est de leur faire perdre du temps à cet endroit-là, de les pousser à bout, de les faire craquer, de les mettre en tilt. Surtout que c'est généralement des gens qui sont des gros trolls, colériques, bourrés d'ego, etc. Donc c'est assez facile de les faire partir en tilt. Et c'est payant pour la lutte à partir du moment où c'est pas trop visible. C'est-à-dire qu'il faut le faire d'une manière qui... Enfin, faut pas rentrer dans les insultes frontales et je pense, dans les choses qui pourraient se retourner contre nous. Par contre, le fait de les pousser à bout en les relançant constamment sur les questions, en cédant rien, en étant hyper minimaliste, en disant juste des pourquoi hors sujet ou peu importe, ça peut permettre de les faire craquer assez vite, et sur Twitter, c'est assez simple. Alors là, j'ai un exemple type de comment est-ce que ça peut se passer au niveau structurel, une conversation avec quelqu'un. Là, je sens que ça commence à perler là-haut. Du coup, on va d'abord avoir tout ce qui se passe au niveau de l'amorce. Ensuite, au niveau des prémices, c'est-à-dire les bases du débat, tout le socle axiomatique. Ensuite, le débat lui-même. Et ensuite, la conclusion. Comment on ferme l'échange. Sur le début, donc, on a donc se connecter à l'autre. Ensuite, le conformisme, le fait d'informer. Parler d'idéologie, donc on va rentrer dans la réflexion.
parler de l'application, parce que ça ne vient qu'après avoir parlé d'idéologie. Il faut d'abord savoir où est-ce qu'on va pour voir comment on y va. Et ensuite, rassurer. Comment ça fonctionne dans chaque étape? Donc, se connecter à l'autre, ça va être par exemple en blaguant, en cherchant les points communs, en parlant de soi. C'est des conversations qui sont un peu informelles, mais qui permettent en fait de créer du lien avec la personne et de désamorcer les résistances qu'il pourrait y avoir, parce qu'en fait, quand on parle avec quelqu'un de base qui est spéciste ou qui est en tout cas qui participe à une oppression sans le savoir, la personne pense être neutre. En fait, elle l'est pas. Elle est déjà du côté de l'oppression. Et comme elle pense que sa neutralité c'est ici, ben, tout ce qu'il y a de ce côté-là, qui serait même juste le fait d'avoir un argumentaire qui la ramènerait à la neutralité et juste le fait d'envisager le débat, ben en fait ça a déjà l'air d'être partisan. Et donc on ne peut pas argumenter sur toute cette zone-là. Pour ramener les gens à la neutralité, il va falloir en fait utiliser d'autres mécanismes qui sont de l'ordre de on est sympa, on utilise un vocabulaire qui est plus détendu, voilà, on rigole, on s'intéresse à la personne. C'est des procédés rhétoriques, mais c'est juste histoire de ramener la personne à un état neutre, histoire qu'elle puisse entendre ce qu'on dit. Donc en fait, c'est juste compenser un déséquilibre en fait. La personne est déjà partisane, on va juste la remettre au milieu et ok, maintenant on va réfléchir. Vous êtes d'accord avec ce truc-là ou... Ouais, parce que je comprends que ça puisse gêner le fait de se dire ok, c'est de la manipulation, on est en train d'amener les gens par des procédés ou quoi, mais en fait, si on nous écoute pas, on peut pas juste sortir des arguments. Il faut vraiment convaincre la personne qu'elle doit nous écouter, et la convaincre, ça se fait pas avec des arguments, ça se fait avec l'envie. Je comprends, ceci dit, j'ai du mal à faire le lien entre le fait de blaguer et de réussir à mettre la personne de nouveau dans cette position neutre. Ouais, ok. En fait, c'est sur le plan de la communication qu'on va la remettre aux notes, c'est-à-dire le fait que, hop, elle va réécouter elle va écouter ce qu'on a à dire parce qu'elle estime qu'on est suffisamment sympa ou quoi pour passer du temps avec nous, qu'elle n'a pas forcément envie de nous vexer aussi en disant non, je veux pas parler de ça ou quoi. En fait, on la prédispose à pouvoir écouter. Après, il va falloir mettre une prédisposition logique, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à essayer d'envisager, d'estimer quelle est la capacité de méthodologie de la personne et combler les carences pour être sûr que les arguments qu'on va donner derrière, ils pourront être compris. C'est plus clair ou... Ouais, ok. Du coup, parler de soi, ça permet aussi de faire que la personne elle a de l'empathie pour nous et donc de s'intéresser, pareil, encore une fois, à ce qu'on dit. Et ça permet aussi de dire « nous sommes pareils ». Parce qu'à partir du moment où on dit tu vois, t'aimes pas la viande industrielle, machin, enfin les élevages industriels, t'es pas pour, moi aussi au final, même si ça va plus loin que ça, mais je suis pas pour, et je trouve ça horrible ce qui se passe dans les élevages industriels. Toi aussi? Ouais, on est pareil. Il y a un conformisme, c'est-à-dire que la société nous vend en fait ce bagage culturel. C'est-à-dire que regarde la propagande qu'il y a, genre tu vois, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, tout ça c'est des trucs que tu as déjà entendus, ouais c'est normal parce qu'en fait il y en a partout à la télé, dans les affiches ou quoi, c'est-à-dire que c'est de la propagande légale, il y a des gens qui payent pour te faire croire que ça c'est valable et pour t'en faire un bagage culturel, c'est-à-dire que tu es conditionné. C'est pas très cool. Il y a un dégoût unanime sur la manière dont les animaux sont traités dans la société, même si on commence à parler des chats et des chiens, etc. Donc il y a un petit peu le peuple versus l'élevage, c'est-à-dire, regarde, on essaye de nous vendre de la merde et on nous utilise comme des produits du capitalisme, alors que, au final, si on savait vraiment comment ça se passe, on n'en voudrait peut-être pas, puisque ça correspond pas à nos valeurs. Et oui, et pour cause, il y a une culture spéciste. Qu'est-ce que c'est que le spécisme? Informé, du coup, sur la sentience, le spécisme et la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de pouvoir poser derrière, ça permet de poser les prémices, et donc de pouvoir développer après une problématique qui va amener toute la réflexion derrière. En fait, à partir de ça, de ces définitions-là, on va pouvoir poser une question qui va faire que la personne n'aura pas le choix, en fait, de pas pouvoir trouver la réponse. C'est-à-dire, la sentience on voit ce que c'est, le spécisme on voit ce que c'est, la santé pourquoi? Parce qu'en fait, si on commence à parler de notion de choix, parce que forcément l'éthique ne commence qu'à partir du moment où on a la possibilité de pouvoir agir, il n'y a pas de jugement moraux à faire sur une impossibilité d'action, ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est moral qu'une pierre tombe du haut d'une montagne et écrase quelqu'un?
ben, en fait, ni oui ni non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'action en fait, il y a juste un phénomène. Du coup, bah, si on peut s'en passer parce qu'au niveau de la santé c'est possible, alors dans ce cas-là, il n'y a plus de raison d'exploiter les animaux. Ça nous amène à l'éducation versus la réflexion, puisqu'en fait, bah, regarde, en fait, ça tu savais pas, et du coup, bah, va falloir se réapproprier en fait cette réflexion, ces connaissances-là, puisqu'en fait, on nous les a pas données de base. Donc, bah, pour le spécisme, bah, il va falloir expliquer pourquoi. Donc, on va parler d'idéologie, c'est-à-dire quel est ton système moral. Surtout rester minimaliste. Il faut pas partir dans les arguments qui servent à rien, genre. Bon, je vais développer après, mais enfin, je vais vous montrer comment moi je pense que ça fonctionne. Et ne pas digresser, ce qui est dans la même logique que rester minimaliste. C'est qu'une fois qu'en fait on a débattu, parce que le cœur du débat il est vraiment là-dessus, et c'est qu'une fois qu'en fait on a fait le tour de tous les arguments qui vont pas, qu'on a fait le tour de la mécanique pour déceler les arguments qui vont pas, parce qu'on va pas tous les faire, qu'on a fait comprendre à la personne que bah, elle allait pas trouver la réponse là, et qu'il fallait qu'elle continue à chercher, qu'on va pouvoir parler d'application. Donc une fois qu'on est d'accord. Ça sert à rien à ce niveau-là de parler de véganisme, genre on s'en fout. Et même si c'était pas possible vraiment d'être vegan au niveau de la santé, est-ce que quand même il faudrait pas essayer de trouver les moyens d'être vegan? Est-ce qu'il faudrait pas voir comment est-ce qu'on peut manger les animaux de manière à en tuer le moins possible? C'est déjà des choses avec lesquelles les gens seront pas d'accord, ce qui prouve bien qu'en fait ils sont pas d'accord juste parce qu'ils veulent continuer à pouvoir manger comme ils veulent. Et que c'est pas une question d'idéologie. Donc ça permet de ramener le truc sur je suis pas en train de te demander ce que tu fais dans ta pratique, je suis pas en train de te dire ce que tu dois faire, je suis juste en train de te dire qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. Et donc, bah, une fois qu'on les a amenés en fait sur l'idéologie, hop, on les rattrape derrière sur la pratique, parce que bah, si on est d'accord que le critère d'espèce n'est pas pertinent pour décider de la manière dont Internet peut être traité, bah, dans ce cas-là, il faut être vegan. Et le switch, il se fait là, et on n'a pas débattu du véganisme, on n'était pas en train de parler de leur mode de vie et de maximiser la réactance, on était juste en train de parler de philosophie morale. Et bah, forcément, quand on passe à l'application, il n'y a plus besoin de débattre, c'est déjà là, quoi. Donc, répondre aux questions. Bien rappeler que c'est une direction et pas un principe de pureté, parce qu'on n'est pas là pour être les végans les plus parfaits du monde. On est là juste pour être, dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est juste être des activistes efficaces, de manière à avoir un changement culturel et que le système permette à tout le monde de pouvoir ne pas se soucier de sa pureté et ça ne devrait pas être du domaine des individus de régler ce genre de problème. C'est les systèmes de production qui sont en cause. Et éviter les sujets complexes. On ne va pas parler du RWS à ce moment-là, ça sert à rien, les gens ont déjà pas compris, viennent à peine de comprendre les principes de base. Si on les emmène sur la prédation ou sur des trucs qui sont beaucoup plus compliqués, comment est-ce qu'on gère les insectes ou quoi, on va les paumer. Rassurer, parce que bah ouais, on vient de donner un gros morceau, c'est pas forcément facile. Si le truc a bien marché, bah les gens sont en PLS un peu. Du coup, bah dire ouais, moi aussi je suis passé par là, donc parler de soi. Parler de la dissonance cognitive, ce que vous ressentez c'est ça, c'est normal. C'est parce que vous vous sentez pas bien, parce que vous culpabilisez, parce que justement on partage les mêmes valeurs. Et vous savez que ce que vous faites, ça fonctionne pas. Si vous voulez, je peux vous aider, voilà voilà ce que vous pouvez faire et vous verrez, vous vous sentirez mieux après. Donc à chaque étape, il y a forcément des... Ah oui, rappelez qu'on est passé par là, hein, parce que du coup, parler d'application, ça permet de parler de son propre changement et donc de pouvoir dire, du coup, rassurez-vous. Forcément, être sympathique, calme et conciliant, c'est important sur le début, de manière à pouvoir montrer qu'on est ouvert d'esprit, que la conversation va bien se passer, tout ça. C'est au fur et à mesure qu'on va resserrer l'étau. Donc être sympathique, calme, conciliant et humble, parce qu'on nous accuse vachement d'être prétentieux. L'idée, c'est de pouvoir aussi montrer ses faiblesses, qu'on ne sait pas tout, on est constamment en réflexion, que si ça se trouve même la personne va nous faire changer d'avis, qui sait. Être pédagogue c'est super important, hein, forcément. Impartial, au moment où on est en train de transmettre de l'information, il ne faut pas avoir l'air partisan parce que sinon en fait on a l'impression qu'on tient un discours politique, alors que si on est juste sur des connaissances du factuel, du scientifique, déjà la personne va accorder plus de crédit à ce qu'on est en train de dire et en plus y a rien à débunker derrière, quoi. Les faits se tiennent en eux-mêmes. J'ai souvent du mal, moi, quand je lis, je fais une parenthèse, quand je lis des articles militants qui sont grave dans le pathos avec genre plein de termes hyper chargés au niveau politique, alors qu'on pourrait dire la même chose de manière beaucoup plus neutre, et au final, le message pourrait être reçu par plus de personnes et pas seulement par les personnes qui partagent déjà l'idée. Parce que forcément, quand le langage il est hyper poussé en mode... Putain, à nouveau, j'ai pas d'exemple, mais ouais, il y a un certain champ lexical qu'on retrouve qui est vachement dans l'agression, vachement dans
même qui a un peu une dimension viriliste, en mode on est des combattants ou je sais pas quoi, alors que juste on est en train de parler d'idéologie, ça pourrait être dit autrement, et ça pourrait toucher des gens qui sont pas justement touchés par ce type de vocabulaire et qui partagent pas nos idées, et du coup qui vont pas être dans des biais de confirmation qui peuvent leur permettre d'accepter ce champ lexical-là et qui vont même être touchés, enfin bref. Je finis. Ouais, être minimaliste. Du coup, c'est hyper important, en fait, une fois qu'on a analysé l'audience, donc de cibler et de décider de quel argumentaire on va avoir. C'est parce qu'on le fait pas qu'en fait on se retrouve avec des Jocelyne Porcher qui nous sortent des trucs comme ça. Ça, c'est un visuel qu'on avait sorti sur la réplique au moment où, enfin sur réplique éthique, au moment où elle avait sorti son truc là. La tribune dans Libération. C'est ça, merci. Du coup, elle avait dit le véganisme c'est pas valable parce que ça va pas nous sauver de la famine, parce que ça va pas sauver l'agriculture, ça va pas sauver notre santé, ça va pas sauver l'écologie, ça va contre nos traditions, ça va contre notre nature, ça favorise l'industrie 4.0. C'est le lobby végétarien, ça non? Mais c'est probablement. Moi, l'industrie 4.0, je sais pas ce que c'est, je pense qu'elle est dans le futur déjà. Et parce qu'il ne va pas nous sauver. Mais en fait, le véganisme à aucun moment consiste à quoi que ce soit là-dedans. C'est comme si je disais, les vices, c'est nul. Parce que, à quel moment tu peux faire un taboulé avec? Quand tu la mets dans un lecteur DVD, ça le fout en l'air. C'est des arguments à la con. C'est pour ça qu'on a besoin de préciser les enjeux et de dire, bah non, à chaque moyen, sa solution. Enfin, à chaque solution, pardon, à chaque problème, sa solution et du coup son moyen. Donc, le véganisme, ça vise juste à ne pas exploiter les animaux. Et c'est limite même une position politique parce que... Enfin, une revendication politique parce que... je sens que je vais regretter ce que je viens de dire, Flo. Non, le véganisme c'est un mode de vie, mais c'est un mode de vie qui peut être instrumentalisé, enfin qui a une dimension politique, pardon, à partir du moment où justement ça permet de visibiliser le problème du spécisme et que c'est pas possible en fait de continuer à exploiter les animaux, en tout cas à participer à l'exploitation des animaux, tout en disant que il faudrait pas le faire, il y a un problème de cohérence et ça nuit à notre discours. Maintenant, c'est pas possible d'être vegan à 100%, entre guillemets, dans le sens où si on se dit qu'il faut se passer d'exploitation animale, il y a toujours de l'exploitation animale, ne serait-ce qu'à partir du moment où on prend notre voiture ou notre vélo ou quoi, dans les pneus de bagnole, il y a déjà des produits d'origine animale. L'idée, c'est juste de dire on essaie de faire notre maximum et c'est presque un message politique à travers notre mode de vie, quoi. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Du coup, ouais, le truc que j'utilise moi quand donc du coup je débat avec des gens, c'est donc on vient de parler de la sentience. Qui est sentient? Entre autres les animaux qu'on exploite. L'exploitation des êtres sentients est-elle nécessaire? Sans choix peut-on agir selon son éthique? Et comment justifier de disposer d'être sentient sur le plan éthique? Une fois qu'on a posé les bases, en fait, qu'on a dit ce que c'était, qu'on a posé notre système moral, qu'on a dit que du coup c'était autour de la souffrance et que le référentiel de la souffrance c'est la sentience, si on commence à dire que les animaux qu'on exploite ils sont sentients, comment ça se fait qu'on les exclut du champ de la morale alors que juste avant notre système moral les incluait de base? C'est-à-dire qu'il faut rajouter une prémisse supplémentaire ou un argument pour dire non en fait les autres animaux ils en font pas partie. Donc c'est à eux en fait maintenant de devoir justifier leur position. C'est pas à nous de dire regarde l'antispécisme comment c'est trop chouette. C'est à eux de dire le spécisme c'est valable parce que. Et c'est pas possible de finir cette phrase sans passer pour une bille. Du coup, comment justifier Bienveillance. Une bille. Comment justifier de disposer d'être sentient sur le plan éthique? Et ça c'est la phrase qui doit ressortir à chaque fois. À partir du moment où on parle avec quelqu'un, si votre argumentaire il se finit pas par « mais de toute manière, c'est sans rapport », comment, et tu n'as pas répondu à ma question, comment justifier de disposer d'être sentient sur le plan éthique, c'est qu'il y a un problème. On doit toujours pouvoir ramener le sujet là-dessus parce qu'en fait, tous les arguments qu'il y a à côté, en tout cas à ma connaissance, sont pas valables, soit parce qu'ils sont hors sujet, et du coup, il suffit juste de dire que c'est hors sujet, d'expliquer en quoi et de ramener là-dessus. Et si on a le temps d'expliquer pourquoi la personne elle a fait une digression, biais cognitif, tout ça, dissonance cognitive, et soit donc c'est HS, soit c'est faux, et dans ce cas-là, on rectifie et on explique que de toute manière c'était probablement HS.
parce que, en fait, généralement, même quand on donne une erreur factuelle, ça justifie pas de disposer d'autres êtres sentients, puisqu'en fait, il n'y a aucun fait qui justifie une quelconque morale. C'est le principe de la loi d'Hume, si on peut récupérer ça pour nous quand on peut. C'est-à-dire, aucun fait ne permet de conclure à un devoir. Vous voyez le principe où je développe? Le fait de dire que les individus... je vais commencer par un truc beaucoup plus simple. C'est pas parce qu'on a construit cette table pour poser des choses dessus qu'on doit poser des choses dessus. C'est pas parce que les animaux sont comestibles qu'on doit les manger. Du coup, le fait de conclure d'une action qu'on doit faire à partir d'un fait, c'est en fait créer de la morale à partir juste d'observation. Et ce truc-là marche pas dans ce sens. On peut décider d'amener de la morale en fonction des faits qu'on a observés, mais c'est pas intrinsèque, c'est un choix, c'est un truc avec lequel on arrive en plus. C'est d'ailleurs le choix que nous tous on a fait en disant la souffrance c'est un truc qui est intrinsèquement problématique pour les individus qui le subissent, et l'ensemble des individus qui subissent de la souffrance cherchent à l'éviter. Du coup on a une direction de société qui fait que on essaye d'éviter la souffrance, on va juste par principe personnel de ne pas supporter la souffrance des autres, essayer de ne pas leur infliger. Et c'est un choix personnel, ça n'est pas autre chose qu'un choix personnel, c'est juste que les gens qui font pas ce choix-là font d'autres choix personnels qui sont pas plus valables. Ouais, c'est pour rassurer en fait ce truc-là aide, c'est-à-dire que c'est pas une privation, c'est pas une interdiction, c'est pas une préférence. Faut arrêter de se mettre ça en tête. Enfin, faut arrêter les gens ont déjà ça en tête. Ah oui, Il faudrait... Oui, non. Faut juste les amener à se dire que oui, c'est de la privation, le fait de pas le faire, parce que c'est la privation de la liberté des autres animaux. C'est une interdiction, c'est une interdiction envers eux de pouvoir disposer d'eux-mêmes. Et c'est une préférence, en fait, c'est une préférence pour le confort des humains, en fait, de les exploiter. Donc si on commence à appliquer les mêmes principes de j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie qu'on m'interdise et c'est mon choix, si on commence à l'appliquer à tous les autres êtres sentients, puisque c'est leur propre valeur, du coup il n'y a pas de raison qu'ils soient pas d'accord avec le fait de défendre ces valeurs-là pour les autres aussi, du coup ça marche pas, quoi, parce que à partir du moment où on voit ça on s'en fout en fait. Et je pense que le fait de le dire, ça permet vachement de soulager la pression. Ça aussi, pour moi, c'est hyper important. On n'est pas forcément tous d'accord. C'est pas parce qu'on va tous vers la même direction au niveau idéologique que on est tous dans le même camp, entre guillemets. Le combat, c'est pas milieu vegan contre milieu non vegan. On a besoin d'esprit critique. Donc j'ai mis scepticisme, mais c'est le même principe, c'est qu'on doit avoir une méthodologie de réflexion qui est fonctionnelle. Peu importe la personne en face, que son bord idéologique, à partir du moment où elle a raison, on doit dire qu'elle a raison, on doit reconnaître le fait qu'elle a raison. Ça peut être chiant, on peut rappeler derrière qu'elle a tort sur d'autres trucs, on peut dire que c'est pas parce qu'elle a raison là-dessus que le reste de son discours est valable, mais en tout cas, on doit reconnaître que les gens ont raison quand ils ont raison. Ça permet de maintenir le dialogue. Si on fait pas ça, ça fonctionne pas. Donc, scepticisme contre dogmatisme, connaissance contre ignorance, collaboration contre compétition, et d'ailleurs, je devrais mettre coopération, et compassion contre exploitation. À partir du moment, selon moi, où on a ces directions-là, on a un mouvement de lutte qui va aller dans le bon sens, parce que justement, on est autocritique, on n'avance pas parce qu'on est dans le même camp, mais on avance parce qu'on estime qu'on fait les choses qu'il faut pour voir les objectifs qu'on veut voir arriver. Être accessible, pareil, c'est important. Il ne faut pas oublier qu'on peut nuire à sa cause. Faut rester pédagogue, faut essayer de transmettre les informations de manière à ce qu'elles soient compréhensibles. En fait, c'est le même principe qu'on a quand on est en train de faire ce genre d'exercice-là. J'essaye vraiment de transmettre ça va être tellement méta. Vous voyez, j'essaye de faire des blagues de manière à ce que ça vous stimule un petit peu, que vous puissiez écouter, parce que c'est hyper dense. Je sais que c'est pas forcément... il y a beaucoup de choses ou quoi, et je me dis comment est-ce que je fais pour simplifier cette transmission du savoir. Je vais essayer de mettre des couleurs, je vais essayer de mettre des graphismes, des petites animations, des trucs comme ça, pour que justement ça passe plus facilement. Si on fait cet exercice entre nous pour simplifier les échanges, on doit faire cet exercice aussi à l'extérieur et ne pas le faire
ça peut vraiment être problématique. On peut vraiment nuire à sa cause, quoi. Je vais aller plus loin. Au niveau général du mouvement, on a dans la société, on a trois problèmes fondamentaux, selon moi. Et au niveau du mouvement militant, ça marche aussi. Du coup, pour construire un mouvement de lutte efficace, j'en parle maintenant de ça, ou on en parle... Non, vas-y, j'en parle maintenant. Oui, mais comme on va reprendre ça derrière, mais au moins je pose les bases. Du coup, on a la compétition, le dogmatisme et l'ignorance, qu'on voit pas beaucoup parce que les couleurs sont pétées. C'est le problème qu'on a de base. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la compétition, ça va créer des rapports de force entre les individus qui vont du coup entraîner des justifications de pouvoir opprimer, avec la méritocratie, etc. Via le dogmatisme par ignorance, on va avoir donc des systèmes d'oppression qui vont se mettre en place en disant moi, comme je veux telle ressource, je vais justifier de pouvoir les prendre en disant que l'autre à côté, il les mérite moins que moi. Il est moins capable. Du coup, voilà, Je me lance dans un truc trop gros. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre les chroniques que je donne sur Nombi Radio, parce que ce que j'essaie d'exposer là avec le principe de compétition, dogmatisme, ignorance, je le fais épisode par épisode, ça dure entre 10 et 20 minutes, et c'est beaucoup plus complet que ce que je vais pouvoir faire là, et je pense que de toute manière, ça serait mieux dit que ce que je pourrais faire à l'oral, même dans le même temps, quoi. Donc c'est sur l'architecture des oppressions. Bref, dans tous les cas, on a ces problèmes à nouveau dans notre milieu. C'est facile, à partir du moment où on a de l'ignorance et du dogmatisme, mais qu'on est... Non, il faut pas que je fasse comme ça. Pour lutter contre l'ignorance, on a le savoir. Pour lutter contre le dogmatisme, on a l'esprit critique. Pour lutter contre la compétition, on a la coopération, la bienveillance. Si on a seulement de l'esprit critique et du savoir, on va avoir une analyse pertinente. On va être capable d'avoir un bagage idéologique viable. Sauf qu'en fait, si on n'a pas si on est dans la compétition au sein de notre mouvement, on va pas réussir à se fédérer, on va pas réussir à fonctionner ensemble, et du coup, ok, on a une super idéologie, mais en fait, on n'est pas capable de l'exporter, d'en faire quelque chose, de la mettre en pratique. Si on n'a que l'esprit critique et de la coopération, oui, pardon, du coup, on va avoir de l'individualisme, hein. Si on n'a que du savoir et de l'esprit critique, on va avoir des gens qui se bouffent entre eux. Ça justifie notamment... ça explique notamment l'élitisme qu'on peut avoir, les universitaires qui vont commencer à utiliser des termes qu'on peut plus suivre derrière parce que ils sont partis super loin et il n'y a plus que 5 personnes qui peuvent les suivre. De l'autre côté, si on a donc que de l'esprit critique et de la coopération, mais pas de connaissances, en fait on va avoir une bonne organisation, on va être capable de bien se gérer, mais en fait on n'est pas capable de cibler nos enjeux correctement, parce que si on ne sait pas quelle est la réalité du monde, comment est-ce qu'on peut connaître les causes et du coup savoir où lutter, comment lutter. Et si on a que de la coopération et du savoir, on va avoir de l'humilité, c'est cool, on va être capable de s'écouter, de se suivre, de s'apprendre des choses mutuellement, mais justement on va avoir du suivisme et probablement du coup du dogmatisme à côté, puisqu'en fait on n'a pas de méthode de tri des informations pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est valable ou qu'est-ce qui n'est pas valable. On a beaucoup ce système-là qui se met en place à partir du moment où on a de l'idolâtrie, on commence à se dire que les leaders d'opinion ont forcément raison et qu'en fait on n'est pas capable de savoir trier ce qu'ils nous disent et on ne pourra jamais arriver à leur niveau puisqu'en fait tout ce qu'on peut faire c'est répéter ce qu'ils disent, mais on ne peut pas être en autonomie sur la réflexion. Et donc voilà, ça va être problématique. Donc pour avoir un mouvement efficace, esprit critique, savoir et coopération, bienveillance. Ça devrait pas tarder à être l'heure là, non ? Je sais pas, j'ai pas l'air. 4h30, jusqu'à quelle heure ? 17h, je pense, non ? Alors non, 17h, ça doit commencer la Ah oui, donc tu dois finir. Ah ouais, ok. On va se mettre entre les deux. Bon, je vais passer ça. Ça, c'est le résumé de tout ce que j'ai dit avant et de comment est-ce qu'on pourrait créer un mouvement qui serait viable. En gros, c'est un peu la solution à tous les problèmes que j'ai soulevés juste avant. Si on a de la méthodologie de réflexion, donc de l'esprit critique et de l'empathie de base, on va pouvoir donc avoir une acquisition efficace de connaissances solides. Les connaissances qu'on va privilégier, c'est par exemple le fond du sujet, les théories et la réalité matérielle, donc le socle de connaissances de base sur
la cause des oppressions, etc. La communication, la psychologie, donc la communication c'est par exemple comment est-ce que la communication non violente ça marche, comment on peut construire des phrases qui soient plus courtes, enfin bref, voilà. De la psychologie sociale, comment les gens fonctionnent, sciences cognitives. Du coup, ça nous permet de comprendre l'autre. Si on a de la communication en plus, ça nous permet d'avoir de la pédagogie, puisque au-delà du fait de comprendre l'autre, on est capable de communiquer en fonction. Si en plus on est capable donc de proposer, d'avoir une bonne capacité d'analyse grâce à la méthodologie de réflexion et aux connaissances justes sur le sujet, on a une bonne capacité d'analyse et donc on peut proposer un savoir organisé. Grâce à la pédagogie, on va pouvoir donc adapter le savoir diffusé. À côté de ça, la compréhension de l'autre, ça permet de désamorcer la résistance. La pédagogie, ça permet d'avoir une transmission du savoir, donc hop, de passer à l'étape d'après, donc de créer de l'esprit critique, et donc d'avoir de la collaboration si on a de l'empathie, puisque ça permet d'amener de la bienveillance. Donc collaboration et transmission du savoir, ça va nous permettre d'avoir un groupe qui est capable de transmettre ses idées, une compréhension du problème, donc un bagage idéologique viable, et donc on peut se rassembler, on peut faire des actions efficaces et on peut libérer tout le monde. Voilà, allez, on va finir là-dessus, du coup, n'oubliez pas. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui suivent ce qu'on fait à côté de ça. Donc Réplique Éthique, c'est une page Facebook, ça aura vocation à être plus que ça, mais en gros c'est un petit collectif dans lequel justement on essaie de développer tous ces principes-là, d'être une espèce de copilote argumentaire. Donc on fait pour l'instant beaucoup d'argumentation en prenant des petits principes en disant regardez, en fait on pouvait voir les choses comme ça, tenez, il y a tel concept philosophique qui peut être intéressant dans nos luttes ou quoi. Mais on va aller beaucoup plus loin dans la reprise de base du lexique des connaissances en dissociant bien les termes là où il peut y avoir des incompréhensions ou des petites confusions ou quoi, et de la méthodologie avec tout ce que vous venez de voir notamment. On fait des articles aussi, et on fait des chroniques. On se trouve sur Facebook, YouTube, Twitter, enfin les réseaux de merde que vous connaissez déjà. Par contre, au niveau du fonctionnement, c'est un peu spécial et je vais du coup profiter de la conférence, de la fin de la conférence là pour vous expliquer comment on fonctionne, si jamais vous voulez suivre un peu plus en détail ce qu'on fait. En gros, on prend un thème dans le mois et dans ce thème, dans ce mois-là, on va donc répéter pendant 4 semaines le même principe, c'est-à-dire qu'on sort en début de semaine un menu avec le lundi, soit il y a juste le menu à exposer, soit une analyse, donc c'est un article, une chronique, du matériel, etc. Le mardi, à chaque fois, c'est un débat, donc on lance un débat sur la page qui est connectée avec le thème et qui va être progressif pour amener à une réflexion collégiale et au fil des semaines. Là, généralement, c'est de la merde. Là, c'est une réplique, c'est-à-dire un visuel qui permet d'avoir une espèce de petite punchline, en tout cas de réflexion rapide qui est connectée au thème, qui sera récupéré dans l'article après. Tous les vendredis, il y a un exercice de debunk, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un commentaire qui a été posté par une personne généralement spéciste, qui est bourré d'incohérences, de biais, de sophismes, etc. Et donc l'idée, c'est de trouver ce qui va pas dedans. Donc c'est un petit peu une espèce de jeu concours où il n'y a rien à gagner. Là, c'est de l'actualité. Ensuite, c'est des vidéos, des trucs histoire d'aller un peu plus loin. Le truc, c'est que donc sur cette répétition, à la fin du mois, on sort un article qui fait une espèce de compte-rendu sur tout ce qui s'est passé dans le mois. Les thèmes qu'on aborde, pourquoi je vous en parle là comme ça, et que j'insiste là-dessus et que je fais un peu une promo, même si je suis désolé, je trouve ça hyper crade, j'espère que c'est pas trop mal reçu. Crade de faire de la promo. En fait, on aborde les sujets dans un ordre spécifique parce que justement il y a une progression entre les sujets pour amener à une compréhension globale, à une stratégie qui va amener sur des actions derrière et tout. Je vous invite à le rejoindre du coup, si ça vous intéresse, à rejoindre le truc le plus tôt possible parce que plus vous attendez, plus les thèmes passent et moins la progression de ce qu'on est en train de faire est facile à rattraper. Pour insister sur cette progression, et ça sera le dernier point que je vais aborder par rapport à la réplique, pour matérialiser cette progression, en fait, on a un scénario, c'est-à-dire que Réplique Éthique, c'est pas seulement une base de données, c'est pas seulement un espace de réflexion collégiale, c'est aussi l'histoire de 3 robots qui du coup, en fait,
subissent dans leur monde les réflexions qu'on a sur la page. C'est-à-dire qu'ils passent par les thèmes qu'on aborde à chaque fois, et donc leur histoire change en fonction des thèmes du mois. Voilà. Et du coup, ça permet d'avoir cette progression où, si vous voulez bien suivre le truc correctement, il y a le scénario en plus qui permet de se dire « Ah ouais, on est passé par là, ça sert à ça ». En gros, si vous suivez le scénario, vous devez pouvoir passer par tous les thèmes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Ouais. Est-ce qu'il existe des personnes qu'on ne pourra jamais convaincre? Parce que j'entends beaucoup, par exemple, dans les pages d'Yann et théories du genre si tous les abattoirs auraient des vitrines, tout le monde serait vegan, ce genre de choses. Mais si on tombe sur des personnes qui ont des systèmes moraux nuls, ultra malveillants ou quoi, genre Trump, est-ce qu'on pourrait convaincre Trump de devenir vegan, littéralement? Alors, moi je pense que oui. Je pense que oui, mais je pense que ça demande des moyens qu'on n'a pas forcément. Et Jocelyne Porcher, par exemple. Ouais, je pense que c'est possible. Mais je pense que c'est possible parce que à partir du moment où les gens ont un minimum d'empathie, il y a forcément un moyen de réussir à leur faire comprendre le problème, enfin à leur faire à leur faire ressentir ce que des animaux peuvent ressentir. Par exemple, je suis sûr que Jocelyne Porcher, ouais. Est-ce que je peux dire ce que je vais dire? Ah ben oui. Ouais. Mais du coup, je vais le dire quand même. Hein? Tu veux que je coupe la caméra? Non, de toute façon, on a tous des téléphones, alors bon. Non, mais si on... je dis pas que ça marcherait, je dis pas qu'il faut le faire, je précise bien, mais je pense que ça aiderait si en fait elle commençait à vivre avec des cochons dans le même endroit et qu'elle apprenait à connaître ces cochons-là. Elle a Et... été éleveuse. Non, je parle de vraiment vivre dans les mêmes conditions. Ah, oui. Genre faire un élevage de Jocelyne Porcher. Je pense que si elle se retrouvait dans cette situation-là, à mon avis, elle comprendrait mieux et elle pourrait pas ne pas avoir d'empathie pour les personnes qu'il y a autour d'elle, parce que le fonctionnement de notre cerveau fait que si on est dans une cellule sociale, même si elle est composée d'autres animaux, on commencerait à avoir de l'empathie pour eux. Mais je dis pas qu'il faut le faire, et je pense même pas que ce soit utile de le faire. On n'aurait pas envie de le faire. Non, de toute manière, qui voudrait faire ça? Mais je pense que tout le monde peut être convaincu, je pense juste que c'est une grosse perte de temps. C'est pas le but. L'idée, c'est de cibler toutes les personnes qui sont les plus aptes à changer. Et moi, dans la manière dont je vois les choses, alors je vous dis ça, mais c'est complètement personnel, hein, prenez pas ça comme une vérité, mais je pense qu'en fait, il y a eu une première vague où en fait, on a eu des personnes qui étaient sceptiques et empathiques de base, qui en fait se sont dit ah mais ça en fait ça marche pas, les animaux là en fait il n'y a juste aucune justification pour les exploiter, du coup je vais arrêter de le faire parce que je sais qu'ils sont capables de souffrir. Il y a une deuxième vague qui a été réceptive à ce discours des premières personnes, qui en fait sont les gens qui sont très empathiques, qui en fait, eux, ont juste eu besoin qu'on leur dise, si je repars sur Ouais, si je repars là, du coup, en fait, il y a des gens qui avaient déjà se sentir concernés, culpabilisés. Donc, il y avait déjà tout ce qui est de l'ordre de l'empathie, et en fait, tout ce dont ils ont eu besoin, c'est de prendre conscience, sauf que pour prendre conscience, ils avaient besoin d'avoir l'information. Donc, une fois qu'ils ont eu l'information, ils ont changé directement. Ensuite, il y a des personnes qui ont énormément d'ego et qui du coup n'ont pas spécialement d'empathie, qui ne supportent pas d'avoir tort. Et du coup, voilà, s'intéressent pas forcément au sort des animaux, mais se disent j'ai pas de justification pour le faire, du coup je vais pas le faire. Donc c'est pas tellement un ressenti, c'est-à-dire que ça leur a permis ça leur a suffi pour changer en fait. Sachant que ce truc-là, c'est pas l'empathie qu'ils avaient envers les autres qui a joué, mais c'est l'émotion qu'ils ont envers eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis en dissonance cognitive par rapport à moi, je n'accepte pas d'être dans l'erreur, donc je vais changer. Et je pense que là, on arrive sur une vague qui est beaucoup plus compliquée, où en fait, on a toutes les personnes qui sont pas, qui ont peur de devenir marginales. C'est-à-dire que les personnes qu'on a eues avant, c'est des personnes qui ont soit qui s'en foutent d'être à contre-courant de la société, soit qui aiment être à contre-courant de la société et qui sont capables de vivre selon leurs propres valeurs. Maintenant, on commence à rentrer à toucher en fait la masse et des personnes qui du coup ont les connaissances, mais en fait ont pas. Je pense que la prochaine vague de personnes qui arrivent, c'est les personnes qui savent maintenant, mais qui attendent qu'il y ait plus de gens parce qu'ils n'osent pas pour l'instant, parce que c'est trop compliqué socialement, parce qu'il n'y a pas assez
de produits dans les commerces, que en gros c'est compliqué, ça demande un effort. Si là on avait des produits, que le véganisme c'était accessible facilement, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de véganes qui seraient, d'ailleurs, je vais juste... illustrer ce que je viens de dire. Je pense qu'il y a une partie de la lutte qui fonctionne comme ça. Ah oui, mais vous voyez pas. Je comprends même pas où la souris. Je suis où? Ok. Du coup, à la base, il y a des valeurs de société, des valeurs communes. On va commencer à apporter... ces valeurs font le contrat social, c'est-à-dire qu'on fonctionne tous ensemble. Les valeurs de la société permettent de pouvoir vivre ensemble. On va créer des jugements sur les comportements qui sont marginaux, qui ne correspondent pas justement aux valeurs de la société. Du coup, ça va créer de la culpabilité chez les individus qui sont marginaux et ça va les pousser à changer. Dans un principe de boucle vertueuse, donc ça peut être un principe d'oppression, ça, dans une éthique maximale, justement, c'est-à-dire où on va commencer à émettre des jugements sur les comportements individuels qui, du coup, ne regardent que soi. À côté de ça, si on commence à avoir de nouvelles valeurs de société qu'on propose comme l'antispécisme, on va donc avoir un changement du contrat social, un jugement sur les individus, ça va créer une culpabilité, ça va donc créer un changement. Plus on a de changement, plus on a une augmentation de la demande, ce qui favorise le changement. Plus on a une augmentation de la demande, plus on a une diffusion de l'information, puisqu'en fait on est plus visible dans les commerces ou quoi, ce qui va augmenter la culpabilité des gens qui n'ont toujours pas changé. On va avoir une influence minoritaire, c'est-à-dire que le groupe de personnes qui a changé va commencer à avoir une influence sur le reste du groupe, ce qui va augmenter le jugement, ce qui va permettre, à force d'avoir une augmentation de la masse, d'obtenir à un moment des lois et des réformes, ce qui va changer carrément le contrat social et modifier les valeurs de la société. Donc c'est hyper important aussi de voir que la fin de la chaîne, juste ça, en fait, l'augmentation de la demande, le fait que il y a un accès plus simple au véganisme, ça joue en fait dans la lutte. Alors ça fait chier au niveau capitaliste, mais de toute manière le capitalisme on le détruira pas juste parce qu'on le boycotte, on le détruira parce qu'on le foutra par terre. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment le choix de composer avec, autant qu'il y ait des produits véganes que des produits carnés. Ouais, ils développent des marchés, mais si on en a besoin pour libérer les animaux, en fait je pense que c'est plus efficace. Voilà. Est-ce que du coup vous avez des questions ou ouais. Justement sur ton graphique là, différentes étapes. Ah, celui que je viens. Ah non, celui-là. Non, celui qui est en Ok. Entre culpabiliser et changer, parmi les outils listés à droite, t'écris juger. En quoi juger, ça aide à faire passer la personne de culpabiliser à changer? Parce que dans mon expérience, si on commence à juger les gens, ils vont au contraire être sur la défensive et rejeter complètement le message. Ou alors j'ai mal compris. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait le terme il est polysémique, il a plusieurs définitions. Du coup, je parle pas de juger en mode agressif, genre toi t'es ceci, cela. Je parle de juger dans le sens de faire passer un jugement. En gros, c'est presque la personne qui doit se juger elle-même. Plus on exerce une pression, elle n'a pas besoin d'être explicite, ça peut être parfaitement implicite. C'est d'ailleurs ce qui se passe en fait, quand on dit juste qu'on est vegan, les personnes ressentent un jugement en fait, alors qu'il n'y a pas forcément de jugement de notre part. Mais du coup, il faut voir ça comme une pression. Et effectivement, je vais peut-être changer le terme, ça peut prêter à confusion. Prêter, ok. Je sais pas ce que ça porte alors. Et ouais, voilà. Je pense qu'il faut même ne pas être frontal. Il y a des personnes avec lesquelles ça marche, mais tant qu'on ne sait pas que ça marche avec elles, il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut vraiment prioriser de base des méthodes beaucoup plus douces qui ne sont pas forcément moins efficaces ou moins radicales parce que le propos ne change pas. Et du coup, d'ailleurs, je pense que c'est plus efficace. Le propos ne change pas. On a le même bagage, on défend toujours l'antispécisme. Et préciser, dire, moi, je ne suis pas en train de te juger en tant qu'individu. Ce que je juge, et c'est normal, c'est les actes et les idées parce qu'elles ont un impact sur le reste de la société. Mais je te juge pas en tant qu'individu, la preuve c'est que tu peux changer et que si tu changes, j'aurai aucun souci avec ton comportement, donc c'est bien que c'est pas propre à toi. Et je pense que même rappeler ça, ça peut permettre de calmer le jeu.
J'ai l'impression d'avoir oublié 1 milliard de trucs, mais... On va revenir. On n'a plus le temps. Ouais. Est-ce que, juste pour savoir, est-ce que ça vous a l'air trop dense? Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de choses? Est-ce que, comment vous le vivez là ça? Moi, c'est très dense. Ouais, c'est beaucoup d'informations. Mais les couleurs sont jolies. J'aime bien Mais les couleurs sont... D'accord. Bon, j'essaierai de rentrer sans pleurer. Ok, bah écoutez, je vous remercie à tous et je remercie aussi aux personnes qui ont organisé l'événement, le Doggy Bag Crew, de m'avoir permis de venir exposer ça ici. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mes MP sont ouverts, la page de la réplique aussi. Et je vous dis à tout de suite pour la conférence. Enfin, la présentation. Ouais. Oui, on va pas enchaîner direct, mais voilà quoi. Et merci.